parti de la maison pour donner la vie finit par laisser la sienne sur la table d'accouchement suite à l'irresponsabilité du personnel de santé. Incroyable mais vrai, au Cameroun, on fait l'expérience sur le corps des gens avec des étudiants inexpérimentés. On fait l'expérience sur le corps de la femme d'autrui qui vient accoucher. On doit faire la césarienne, mais on prend les étudiants qui ont les mains tremblantes. On dit ouvrez le ventre. Un enfant même qui n'a jamais ouvert le ventre, qui n'a même jamais ouvert le ventre d'une souris. On lui demande de venir ouvrir le ventre d'une femme, qui doit d'ailleurs savoir qui ressemble à sa mère, parce qu'il n'a jamais été à ce genre d'expériment. Comment est-ce qu'on peut jouer avec une vie humaine au Cameroun et dans un milieu hospitalier aussi sérieux? Comment jouer avec une vie humaine? Comment prendre le corps de la femme d'autrui pour faire un jeu, un objet d'expérience? Et ça s'est passé hier, Jordan. Hier au CHU de Yaoundé, elle est partie, Barbara Bengonan, qui a donné naissance. L'enfant est en vie, mais elle n'est plus de ce monde. Reste à savoir si elle a même quand même pu voir la couleur de peau de son enfant, ou ne serait-ce que les yeux de cet enfant qu'elle a pu mettre au monde, président. Président, le ministre de la Santé était quelque part. Je pense qu'il y est encore. Le ministre de la Santé était quelque part. Il représentait le Cameroun. Je vous assure, il y a un hôpital qui est proche de nous ici. Une petite fille a fait l'accident, une jeune fille âgée, elle avait moins de 20 ans, elle a fait l'accident. Je dis, elle était en train de saigner, on dirait le robinet sur son pied. Ouais. Mais le médecin responsable, celui qui a la tête, il est en train de regarder, il demande à l'autre, où est-elle? Il appelle que les stagiaires. Ouais. Et ce ne sont même pas les stagiaires des universités, président. Ce sont des stagiaires des écoles qui, à partir du secondaire, où on fait déjà quand même les IDE, on fait déjà quand même quelques petits soins d'infirmiers et tout. Il attendait une. Pendant ce temps, celle-là se vidait de son sang. Ici, ce n'est pas très loin de nous, ici, là. À l'hôpital de Deido? Oui. Donc, cette fille, petite fille était en train de se vider de son sang, mais lui, il attendait effectivement que c'est une stagiaire qui vienne faire les soins. Incroyable. Jusqu'à ce qu'à un moment, celle-ci essaie même de piquer, ça ne passait pas du tout. Jusqu'à ce qu'il faudrait qu'on change plusieurs fois. Il dit que non, mets ici, mets ici. Et il dit seulement avec la bouche. C'est après qu'une autre femme est entrée, elle a dit que donne-moi la seringue. Elle a pris, elle a dit regarde. Et la jeune stagiaire a regardé, elle a vu comment est-ce qu'on administrait. Comment vous voulez pas que nous on meure avec ce genre de choses. Président, il y a une sortie d'un enseignant de l'université de Douala, ça date de quelques années déjà, où il nous faisait comprendre que la plupart des personnes qui sont en faculté de médecine au Cameroun actuellement, lorsqu'ils passent, il faut revoir ça. Il faut revoir les notes. Ben, Docteur Boni l'avait dit dans une vidéo. Professeur Boni, il avait dit dans une vidéo, vous pouvez le prendre pour... Non, professeur Boni. Ah, Boni. Ouais, médecin. Ah, médecin. Il avait dit dans une vidéo qui est devenue très virale chez nos confrères des Kinos Télévision, voilà. Cette vidéo, je ne l'ai jamais oubliée et c'est rentré exactement dans le cas de beaucoup de recherches que j'avais fait. Aujourd'hui, beaucoup de facultés de médecine, ce n'est pas une affaire du Cameroun, hein, et même ailleurs, forment les jeunes à prescrire les médicaments plutôt qu'à soigner les gens. Beaucoup, la formation médicale, je ne sais pas, il y a une écrivaine française, elle n'est plus de ce monde, qui avait fait des révélations assez graves. Ça lui a valu même sa vie, ça lui a coûté la vie, ça lui a valu des guerres incroyables. Oh mince, je vais retrouver le nom de cette dame, je retrouvais son livre. Il y avait une de ces interviews. Quand je vais retrouver cette interview, je vais diffuser, vous aurez froid au dos. D'abord, la formation médicale est déjà un problème. Et Dr Boni dénonçait déjà l'absentéisme des étudiants dans les facultés de médecine au Cameroun. Beaucoup ne viennent pas au cours, beaucoup choisissent des cours pour venir. Et à la fin, on va venir injecter les gens. Beaucoup ne sont même pas dans ces facultés par vocation. Elles, ils sont par exigence des parents. Un papa veut avoir son docteur. Une maman va avoir son docteur. Tu montes, tu descends, tu seras docteur. L'enfant ne sait même pas tenir une seringue. Il déteste par-dessus tout les histoires. Être médecin, c'est beaucoup de courage. Hein. Ah oui. C'est accepter d'affronter les maladies des gens tous les jours ou risquer de te faire toi-même infecter. C'est être au fait des douleurs des gens. Regarder des gens dans des conditions très difficiles et que toi-même, tu dois avoir un cœur pour ça. Être médecin, c'est déjà avoir un cœur solide, un cœur d'empathie pour tenir face aux douleurs des autres et leur trouver du réconfort et trouver des solutions. Médecin, c'est une mission. C'est une mission de cœur. Ce n'est pas une mission d'argent. Mais beaucoup vont vers la médecine pour l'argent. Beaucoup vont vers la médecine pour l'argent. Je vais m'appeler docteur. Beaucoup ne sont pas en médecine pour la mission. Ils sont là pour l'argent. Leur seule mission, c'est remplir les poches, remplir les comptes bancaires, faire leur tontine, se mettre plein les poches. Ils s'en foutent de vos vies. Combien de personnes meurent d'erreurs médicales dans nos hôpitaux? Combien? Allez faire des recherches, vous verrez. Je dis combien de personnes meurent d'erreurs médicales? Il y en a eu tellement qui sont morts d'erreurs médicales. Je me souviens d'une jeune dame qui est venue nous voir. À l'époque, j'étais encore sur Radio Equinox, on faisait une émission satirique dimanche pour nous dire tel médecin a tué ma mère. Il dit comment ça? Il dit
Je lui ai dit et répété que ma mère est diabétique. Il lui a placé le glucosé. Quand même. Et ma mère en est morte. Un médecin. Oui, il était jeune, on lui avait confié la garde. La maman a eu un malaise en lui, on l'a amené là-bas. Il lui a placé le glucosé. Elle est diabétique, elle est passée de vie à trépas. Les erreurs médicales tuent tous les jours. Au Cameroun et ailleurs. C'est partout. Les erreurs médicales sont légion. Voilà une preuve d'erreur médicale qui tue. Cette dame partie de chez elle pour accoucher. On décide d'une césarienne, mais on confie aux mains non expertes. Une césarienne n'est pas un jeu. Une césarienne n'est pas un cours à venir expérimenter sur le corps des gens. Non, on ne doit pas faire les travaux pratiques sur le corps d'une femme qui vient donner la vie. Pas du tout. Déjà, c'est un moment délicat, Très délicat pour elle. Si on passe par césarienne, c'est parce qu'elle ne pouvait pas pousser, peut-être qu'elle n'avait pas toutes ses forces. Et on trouve mieux de confier son corps aux mains non expertes. Comme cela ne suffisait pas, on nous parle de l'arrivée tardive des postes de sang. Comment envisager une césarienne sans avoir disposé de tout ce qu'il faut? La préparation est plus importante que l'exécution. La préparation est plus importante que l'exécution en toutes choses. Même dans le show business, un concert se prépare avant. Un spectacle se prépare, on réserve les salles. On loue les instruments, les lumières, on fait la déco, on fait la billetterie. Mais comment pour un corps humain, vous venez faire du jeu? Vous venez tuer pour vous amuser. Comment un corps humain, vous jouez avec? CHU de Yaoundé, président. Vous jouez avec, comment vous pouvez faire ça? Comment ça se passe au CHU? Que pour un corps humain, vous venez jouer. Incroyable. Président, il faut préciser que elle-même, docteur Barbara, est en service au CHU. Ça, c'est l'information qui remonte. Elle est elle-même en service au CHU. C'est ça qui rend encore l'affaire très très délicate parce que on se demande bien, si les gens même qui sont internes ne parviennent pas à avoir, n'est-ce pas, des soins de qualité, comment alors, combien de fois les citoyens qui vont... Ce n'est pas question de soins ici, c'est grave ce qui s'est passé. C'est même dangereux ce qui s'est passé. On vous dit, on l'a opéré, les stagiaires se sont relayés, les mains tremblaient. Et ils ont raté, ils ont provoqué une hémorragie qu'ils n'ont pas pu maîtriser. Et elle est décédée suite à l'arrivée tardive des poches de sang. Comment ne pas avoir disposé les poches de sang à côté au cas où? Au cas où. Quand vous savez que vous utilisez les stagiaires, anticipez sur ce qui peut arriver. Il faut anticiper. Ça veut dire quoi? On prépare le pire pour mieux l'éviter. Ça, c'est clair. On prépare le pire pour mieux l'éviter. On dit, ok, on peut rater. En cas de rater, voici comment on comble le trou. Ouais. Président, moi j'ai compris où Franck voulait en venir. Franck voulait nous faire comprendre que si véritablement, même pour une personne interne, ça dit que ce n'est pas un problème de traitement, c'est un problème de formation. C'est ce que Franck essaie d'expliquer effectivement. Ça dit que si pour un propre médecin, il meurt dans un hôpital où lui-même il travaille, on ne va pas dire qu'effectivement, non, c'est parce qu'on a sauvé l'autre, parce que la personne était un médecin, on n'a pas sauvé. Ça dit qu'il y a un problème, effectivement. Rappelez-vous, il y a récemment, le ministre de la Santé, je pense que c'est lui qui disait effectivement qu'il fallait une évacuation sanitaire pour une autre autorité gouvernementale. Il le disait récemment. Vous comprenez maintenant pourquoi, à un certain moment, il a raison. Sauf qu'il a aussi tort, parce que c'est lui qui nous fait comprendre que quand on créait l'hôpital de référence de Bertois, il a dit que l'hôpital de référence de Bertois devait être l'hôpital vraiment avec un plateau technique. Je ne sais pas comment il a dit que les hôpitaux camerounais, n'est-ce pas, en fait, sont du statut, n'est-ce pas, sont du même statut que ceux qu'on retrouve aux États-Unis. Ok, même statut qu'on retrouve aux États-Unis. Est-ce que vous savez qu'à une certaine époque, à l'hôpital de référence de Bertois, il n'y avait même pas de gastro là-bas? Jusqu'on on dit seulement référence sur référence. Attendez, donc vous croyez encore au discours politique? Donc un ministre peut encore dire une chose, tu avales les yeux fermés dans ce pays. Un ministre de la Santé qui a demandé, qui a écrit au chef de l'État pour solliciter l'évacuation d'urgence d'un haut commis d'État qui est malheureusement décédé. Le même vous dit que nos hôpitaux ont un plateau technique qui obéit aux normes internationales. C'est lui-même qui demande qu'on évacue. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans? Vous ne comprenez pas quoi? Président, maintenant on comprend. Maintenant il faut comprendre. Maintenant on comprend. Vous ne comprenez pas quoi? Alors on est en train de vous prendre pour... On est en train de prendre le peuple camerounais pour je sais pas, je ne veux pas prononcer le mot. Président, c'est une moquerie. Le ministre de la Santé vous dit les plateaux techniques que nos hôpitaux de référence, Bertois et tout ça, sont au standard, que les hôpitaux américains et tout. Mais il oublie qu'il a demandé l'évacuation. Soit il y a un gros problème. Soit vous avez des hôpitaux au standard et des médecins pas du tout au standard, pas à jour. Alors vous devez faire d'abord la mise à jour de vos médecins et ensuite penser à vos équipements. Ou alors c'est une crise de confiance.
soit vous-même, vous n'avez plus confiance du tout à vos médecins. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Vous n'avez pas du tout confiance à vos médecins. En tout cas, il y a un problème quelque part. Parce que pendant la Covid, on a vu des choses dans ce pays. Le corps médical vivait dans une méfiance incroyable. Vous avez des médecins qui refusaient de se faire soigner par leurs collègues parce qu'ils se racontaient des histoires du genre. C'est la période qu'on avait choisi pour régler les comptes, pour jongler, gérer certains coups bas. Du coup, quand un médecin, certains médecins, lorsqu'ils étaient malades, ils refuseraient même de se faire soigner par leurs collègues. Certains choisissaient d'aller à l'étranger. Vous avez des médecins pour se faire opérer, ils vont à l'étranger pour être sûrs de rester en vie après leur opération. Allez voir. Donc, il y aurait certainement une crise de confiance dans ce domaine-là, parce que les gars se regarderaient en chien de faïence. Et il y a tout ça qui rentre dedans. Mais ce qui est choquant, j'espère que Madame Barbara, elle n'a pas été victime d'un coup bas de ses collègues. Mais comment comprendre? C'est avéré qu'elle est médecin? C'est avéré, docteur. Elle est docteur au CHU. Au CHU? Oui. Et elle vient mourir dans son hôpital. Dans son hôpital. L'affaire, c'est compliqué. Je me demande même comment... Allons voir ce qui est caché voir, derrière la mort de très cette dame. bizarre. Qui a pris la responsabilité de faire de son corps un outil expérimental pour les étudiants De confier sur l'autre. non expérimentés. Qui a pris le soin de faire une césarienne sans réunir tous les éléments. Il faut qu'il y ait des sanctions. Le ministre Manaouda Malachi doit frapper du poing sur la table. Faire une césarienne sans prévoir les poches de sang à côté. C'est quoi cette histoire? Qu'on ouvre le ventre de quelqu'un, on dit arrivée tardive, des poches de sang, des poches de sang. Et pourtant, Président, ce sont les hôpitaux qui disent chaque 14, je pense que c'est chaque 14 juin qu'on célèbre effectivement la journée mondiale de don de sang. Dans les hôpitaux, je pense que c'est chaque 14 juin, si je ne me trompe pas. Et on vient donner le sang gratuitement. Hein. Oui. Parfois, sauf qu'à un moment, parfois maintenant on demande de payer, mais on donne gratuitement. Mais les poches de sang, on facture ça aux clients. Même s'il on facture ça aux patients. fallait payer. C'est même pas ça le problème. La vie, combien vaut une vie? Combien coûte une vie humaine? On aurait dû. Et je ne crois pas que c'est ça le problème. C'est la négligence, l'irresponsabilité, l'incompétence et surtout le manque d'esprit professionnel. Parce que c'est pire même qu'une cupidité. Comment laisser mourir une dame? De sur quoi une collègue dans un hôpital où elle travaille? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est passée la conscience professionnelle? Où est passée la confiance professionnelle? Et voilà une famille endeuillée. Voilà un enfant qui vit au monde, qui ne va même pas tester le sein de sa mère. Pas du tout. Une mère qui part sans voir le visage de son bébé, qu'elle a porté pendant 9 mois, pour des gens irresponsables qui ont choisi de faire des expériences sur son corps. Ça mérite même la prison. Les familles doivent apprendre à porter plainte. D'ailleurs, je vais solliciter un ami Guindoumbe, qui a une association en la matière. Hein. Je vous raconte, mais il y a une association qui aide les gens à se battre contre les erreurs médicales. Beaucoup de familles endeuillées ont enterré des morts qui ne devraient pas mourir, des gens qui ne devaient pas mourir. Parce que une erreur médicale, un mauvais diagnostic, une mauvaise ordonnance, on a appliqué un truc, ou alors une mauvaise application, et voilà, c'est parti. Et généralement, on dit, ouais, il n'a pas pu tenir. Et comme dans la douleur, on pleure, on accuse les gens au village que, oui, la mère avait déjà dit que le père là l'a regardé mal. On commence à vous dire des choses bêtes pour justifier une erreur médicale. Et personne ne revient à l'hôpital savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je recommande à tout le monde d'être vigilant. Sachez que nous pouvons obtenir réparation des dommages que les hôpitaux causent. Il ne faut pas avoir peur de porter plainte contre un hôpital. D'ailleurs, il faut être prêt à le faire. Ça aidera à ramener un peu de conscience professionnelle. Ça poussera désormais les médecins à prendre leurs responsabilités. Pourquoi ces médecins peuvent s'amuser à appeler des étudiants inexpérimentés pour ouvrir le ventre de la femme d'autrui? C'est parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, rien ne lui arrivera. Rien ne se fera. Et maintenant, on attend le ministre de la Santé. Il doit frapper du poing sur la table. Et ça ne doit pas s'arrêter là. Il ne suffit pas de la suspendre. Il faut que la famille porte plainte. La justice doit faire son travail dans ce genre de cas. Ne laissez plus qu'on vous tue. Ne laissez plus qu'on tue les membres de votre famille. Il faut revendiquer. Ne laissez rien, ne lâchez rien. Prenez votre courage, prenez la décision d'attaquer ces hôpitaux. Même si tu n'es pas mort et qu'on t'a mal soigné, tu peux porter plainte. J'ai un ami et grand frère, aujourd'hui il est handicapé d'une certaine façon. Il a fait 6 mois dans le coma. Quand on jouait la Coupe du Monde en Allemagne, en 2006, il était hospitalisé à l'hôpital général de Yaoundé, de Douala. Parce que Moïse est allé pour se faire opérer d'une appendicite, qui est une opération bénie de rien du tout. Il est allé à la Quintinie, appendicite c'est rien, on t'opère même tu rentres chez toi. Mais sauf qu'il est resté 6 mois dans le coma, parce que le médecin a raté l'anesthésie. Wow. Et on a surdosé l'anesthésie. Est-ce qu'il peut payer les années qu'il a causées à Moïse et le fait que ça a ralenti ces choses? C'était le meilleur producteur de musique au Cameroun. C'est le producteur de Kotobas, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Cette histoire est venue l'abattre comme on abat un oiseau en plein vol.
Moïse est passé par la rééducation pour apprendre à parler et pour apprendre à marcher. Je vous dis, il a fait 6 mois. Grâce des cas peut témoigner. C'est d'ailleurs au cours d'une séance de prière que Grâce a donné à son chevet, à l'hôpital général, qu'on a su qu'il n'était pas mort. Parce que sa famille avait convenu que, ok, on va faire une dernière prière, ça fait quand même des mois, il est là. Si ça ne va pas, on le débranche, on va l'accompagner au village. Et Grâce vient dire une prière à Moïse. C'est à ce moment, sa fille se rend compte que son père est en train de se débattre. Comme il l'a forcé jusqu'à dire, bah, on a compris qu'il voulait appeler sa fille. Là où on sent qu'il y a encore un signe de vie chez lui. Il s'est débattu, il mourait. À cause d'une erreur médicale. Je vous parle d'une erreur médicale. Je vous parle, c'est mon grand frère. Il est très cher à moi, Moïse. Cette histoire, je sortais de la chambre d'hôpital, les larmes aux yeux chaque jour. Voyant l'homme qui était en pleine énergie, tout ce qu'il faisait, mais qui se trouve dans cet état à cause de l'anesthésie. On a raté l'anesthésie. On surdose l'anesthésie, tombe dans le coma. Et il n'y a même pas d'ambulance. On dit ambulance doit transférer à l'hôpital. On dit l'ambulance n'a pas d'oxygène. Voilà comment on le transporte dans une ambulance sans oxygène. Jusqu'à l'hôpital général, ça cause des dommages dans son cerveau. Il perd l'usage de la parole. L'usage de ses pieds ne peut pas marcher. C'est Dieu qui a été grand. Monsieur Moïse serait parti. Je vous le dis. C'est ce que les drames qu'on vit dans nos hôpitaux. Aïe, aïe, aïe. C'est Dieu qui nous garde. Et je comprends pourquoi les gens qui ont leur argent là, pour rien au monde, ils ne se soignent ici. Aïe, 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 aïe. Pour rien au monde. Pour rien au monde, ils ne se soignent. Maman a oublié les cliniques. Laissez. On pense que oui, telle clinique, mieux telle clinique, machin. J'ai perdu un ami dernièrement. Il était interné dans une clinique. On demande de le préparer pour l'évacuer aux États-Unis, oui, puisque le gars était lourd, les factures tombaient, il réglait tout de suite. Il fallait le garder le plus longtemps possible pour qu'il continue à faire des factures avant de l'évacuer, mais il est mort. Il est mort là. Joe est parti comme ça. Donc, ce qui se passe dans nos hôpitaux, c'est même pire dans les petits centres. Vous savez que dès qu'un infirmier a une ancienneté, est reconnu au quartier comme tel, tout le monde l'appelle docteur. On l'appelle docteur. Ah oui. Docteur. Les gars, tu vois les centres au quartier où on opère les gens. Et bonjour doc. Hey, tu mets les mains sur la tête. Il y a un autre qui allait pratiquer un IVG. Vous savez, beaucoup de femmes meurent d'IVG, non? Surtout les femmes mariées là qui prennent les enfants dehors quand leur mari a voyagé. Beaucoup sont mortes de ça. C'est-à-dire que celle-là, elle était du côté de Ndokpassi. Le gars l'a fui là. Son mari était militaire. Le gars allait au front. Il a duré au front, Elle croyait même qu'il était mort. Il n'avait plus le téléphone. Elle a dit, peut-être il faut que je me débrouille. Elle s'est débrouillée avec un gars au quartier. Voilà qu'un matin, le téléphone sonne. Son mari lui dit, chérie, enfin, je serai bientôt permissionné, je rentre bientôt. Nous, on était à tel endroit, je n'avais plus de téléphone. Il nous était interdit de téléphone pour les raisons de sécurité. Quand il s'est allé lutter contre le Boko Haram. Il dit, bon là, prépare-toi, chérie, j'arrive. La femme dit, hey, je vais faire quoi avec le ventre ici? C'est comme ça, elle part. Elle ne doit pas être dans un petit centre. Il dit, gars, pardon, aide-moi à enlever. Le gars lui dit, l'enfant là, il est trop loin. Il est déjà trop loin, tu peux pas l'enlever comme ça. On rit, mais c'est dramatique. Il lui dit, débrouille-toi, pardon, même si c'est combien que je paye. Le gars regarde le ventre de la femme, il regarde la situation. Il dit, ok, on va se débrouiller la main. Il dit, on va se débrouiller la main. Comme il s'est dit. Ok, apporte ceci, apporte. Il fixe un montant, il croit que la femme ne va pas payer. Elle paye. Il cherche où c'est l'acide qu'il a donné pour détruire le bébé dans le ventre. Parce qu'un ventre qui pousse déjà, tu ne peux plus. Non. Le gars pratique l'IVG. Au moment où il veut tirer, et puis l'enfant s'accale. Et la mère pleure. Lui-même, il ne sait plus quoi faire. C'est comme si le bébé là, avec son fils, il devait lui arriver. Il s'est accroché. Il a dit, tu ne me laisses pas. Ils sont partis. Ouais. Et le gars a juste fermé la porte, il a fui. Il a envoyé le message à la famille, la femme que ça ne va pas ici. Allez voir. On vient crier où le gars a fui, il est tombé en bruit. Il a pris son sac. Il a continué vers la frontière de Guinée équatoriale. Il est tombé en Guinée. Ouais. Il a fui. Il a abandonné le corps là-bas. Voilà. Quand le militaire arrive, c'est pour enterrer sa femme. Donc il faut faire très attention. Et je pense que le ministère de la Santé devait mettre une brigade sur pied pour contrôler les centres. Je sais, ces centres aident beaucoup de gens. Ouais, ça aide énormément. Parce que nos hôpitaux, ça ne peut pas. Nous avons des infirmiers très expérimentés qui sauvent des vies. Qui sauvent des vies dans les quartiers. Mais il y a aussi des véreux qui acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter. Ouais. Quand tu es un personnel de la santé, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Même si on te donne combien, tu refuses. Tu refuses. Et parce que le petit avait vu l'argent, il a dit non, je ne laisse pas passer le pactole. La dame est morte avec le bébé et lui, il a fui. On est venu donc enterrer 2 personnes. Et le militaire, donc, il est rentré. Il savait à quel sens se vouer. Parce qu'il avait fait des mois au front. Et la femme ne pouvait pas rester sans se gratter un peu.
Elle s'est grattée et les choses sont arrivées. Mais président, il faudra aussi dire aux uns aux autres que pour moi, c'est un véritable problème de formation. Parce que même ici à l'hôpital à Quintini, il y a un médecin qui a fait une erreur une fois sur un examen. Il demande d'aller faire une échographie. Après, il revient et dit que non, ce n'est pas l'échographie qu'il a demandé. Il a demandé qu'on fasse l'IRM. Après qu'on ait dépensé de l'argent à faire cet examen, ici à l'hôpital à Quintini. L'hôpital à Quintini de Douala. Mais dit aussi à tous les hommes qui ont des femmes enceintes, pardon, à un moment c'est important. Pardon, évitez de stresser vos femmes. Parce que parfois même le stress là vraiment peut nuire. Moi j'ai vécu ça. Ma dernière fille, elle a fait presque, on était à 10 mois dans le ventre. Parce qu'il fallait véritablement ma présence. Et dès que je suis arrivé, le lendemain, ma femme est allée à l'hôpital. Donc, à un moment, évitez de stresser les femmes enceintes. Il faut éviter ça. Ben, il faut éviter. Soyez attentionnés. Parce qu'une femme qui va accoucher, pour qu'elle est stressée, ce n'est pas bon pour son état de santé. Mais il faut aussi équiper nos hôpitaux. Hein. J'ai vu comment ma dernière est arrivée au monde, comment on a pris soin de sa mère. Dans les salles, d'hôpitaux pour les futures mamans, on a le jacuzzi. Parfois, elle est dans le jacuzzi. On le fait prendre un bain, on fait rouler le bébé, on prépare, elle est dans le jacuzzi. Il y en a même qui accouchent c'est une mini piscine dans la chambre, qui accouchent dans l'eau. Et tous les soins sont faits. Ma fille est venue sur le siège. Donc, chez nous, c'est les statuts de jumeaux. Quand l'enfant sort par le siège, il tire les pieds. C'est des jumeaux. Ma fille est jumelle seule. Donc, quand elle vient comme ça, là-bas, il y a des moyens pour retourner l'enfant. Pendant des semaines avant l'arrivée de Jade, on pratiquait l'acupuncture. On pratiquait l'acupuncture sur sa mère avec des aiguilles. On place l'enfant se retourne. Et on touche les points précis. Elle se retourne. Dès qu'elle se réassoit, elle rentre à la maison. Sauf que quand on revient, on trouve que la go est retournée encore à sa position. Et on a fini par la laisser sortir par le siège. Et après, vraiment, quand tu vois une femme qui doit accoucher, elle est bichonnée, elle est choyée en France. Elle est... Aïe, aïe, aïe. C'est trop bien. Merci, président, pour l'exemple. Franck, j'ai un ami qui a accouché, il m'envoie, il me dit que, gars, ma femme vient d'accoucher, c'est 1-1 maintenant. 1-1. Donc, j'ai pour dire que lui et moi, c'est la comparaison. Donc, on fait match nul. Il m'a envoyé les photos. Je dis que, mais c'est quoi, elle est malade? Non, elle n'était pas malade. C'est que tous les appareils qui étaient auprès d'elle. Oui, on prévoit que rien n'arrivera. Et on met tout. Elle est connectée à. Tous les appareils sont auprès d'elle. Le lit est d'abord comme ça, les appareils. Hey, ta femme est malade. Elle dit que non, elle est dans l'accoucher, elle a bien accouché même. Ouais, c'est ça. On lui donne les forces pour pousser. Ben et bien. pour se sentir à l'aise. Non, chez nous, on crie seulement. Ben bien. On tape. Non, mais poussez fort. C'est pourquoi j'avais dit à ma femme, tu n'accoucheras jamais dans le pays. C'est vrai. Président, pour sortir de là, il faut dire que le ministère a quand même dépêché une équipe, n'est-ce pas, pour enquêter. C'est vrai qu'ils n'ont pas donné de résultats et lui aussi n'a pas communiqué. Et le CHU aussi n'a pas encore communiqué dessus jusqu'ici. Bon, j'espère que ça ne finira pas comme les enquêtes de ce pays, qu'on ouvre toujours et on ne referme jamais. Ça nous rappelle voir. Vanessa, ça nous rappelle aussi, elle s'appelait comment? Il y a eu 2 cas là comme ça au Cameroun. Monique Oumateke. Voilà. Alors parlons maintenant des élèves kidnappés. Savoir que le sport fait du bien, mais le sport aussi peut tuer. Oui, on peut mourir en faisant du sport si on n'a pas pris les dispositions. Si vous n'avez pas fait du sport pendant longtemps, avant de commencer des exercices, faites d'abord prendre vos paramètres par un médecin. Faites vérifier vos paramètres. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que parfois, on se lance dans des exercices, on veut suivre les gens pour montrer qu'on n'est pas faible. Et on finit par laisser sa peau. Beaucoup de gens sont morts dans les salles de sport par une naïveté. Beaucoup ont abîmé leur santé en voulant faire du sport. Et il faut savoir que tous les exercices ne sont pas adaptés à tout le monde. Ils ne sont pas appropriés pour tout le monde. Selon ce que tu dois travailler, il faut rencontrer d'abord un coach certifié. Il faut travailler avec un coach certifié. Surtout à un certain âge, on ne part pas au sport parce qu'on a vu le voisin sortir de la maison. On part au sport parce qu'on veut entretenir sa santé, parce qu'on veut le faire bien, on veut le faire pour régler un problème. Il faut le faire pour le bien-être. Si tu n'as pas l'habitude de faire, même si tu avais l'habitude de faire, tu as arrêté longtemps, ne reviens pas attaquer le sport brutalement. Fais d'abord vérifier tes paramètres par un médecin. Même les footballeurs de haut niveau, quand ils changent de club, ils passent d'abord la visite médicale. Cette visite médicale est primordiale. On est souvent surpris d'apprendre aux informations de sport que tel footballeur, lors de la visite médicale, on a détecté telle chose, il ne pourra pas jouer. Il doit aller rencontrer un médecin et ça sauve la vie. Tout comme on a laissé le temps passer, on a joué la saison dernière bien. Cette saison, on apprend que tel footballeur est tombé sur le terrain, il est mort. Peut-être que Marc-Vivien Fouet, si on avait vérifié ses paramètres avant la Coupe des Confédérations, il serait encore en vie. C'est pour dire, et parce qu'on avait confiance qu'il a joué une bonne saison, il n'y a pas de problème, le gars est là depuis. Il a eu une rupture d'anévrisme. Peut-être une visite médicale aurait détecté que le gars est en train de s'approcher d'un truc grave, d'un truc dangereux. Alors, vous qui êtes à l'écoute de cette émission et qui aimeriez bien entretenir votre forme physique, pour votre santé, c'est une bonne chose de faire des exercices. Mais avant de commencer, rencontrez un médecin, un cardiologue de préférence. Faites prendre vos paramètres. On va vous faire
on va vous demander de faire un exercice d'effort. Vous allez monter sur un vélo statique là pour voir comment votre cœur bat. On va vous mettre des capteurs partout. Après avoir subi toutes ces vérifications, vous saurez quel est votre niveau d'effort. Vous savez également, pour ceux qui ont les montres connectées, d'ailleurs je recommande à tout le monde qui veut faire du sport d'avoir une montre connectée qui peut vous donner les paramètres à chaque fois que vous êtes en train de faire du sport. J'ai la mienne, ça va beaucoup vous aider. La montre connectée vous donne le rythme cardiaque à chaque exercice. Il ne faut pas dépasser un niveau de rythme cardiaque qui n'est pas approprié à votre âge. Ça peut aussi vous tuer. Alors, on dit le rythme cardiaque, le meilleur est il y a un truc, il y a un calcul de rythme cardiaque, c'est moins votre âge, je crois, c'est 220 moins votre âge, voilà. Pour connaître le meilleur rythme cardiaque, tapez 220 moins votre âge. Vous verrez quel est le rythme cardiaque que vous ne pouvez pas dépasser. Si vous avez 50 ans, vous faites 220 moins 50. Il restera 70. Il restera 170, je crois. Il restera, non, 100 combien 120, c'est ça 220 moins 50. Non, 170. Il restera 170. C'est 220 moins l'âge. Moins ton âge, oui. Ça fera, si tu as 50 ans, de 220, tu enlèves 50, il reste 170. Donc tu ne dois pas dépasser 170 battements par minute. Donc contrôle ta montre. Quand tu atteins déjà 150, il faut marcher. On demande, n'arrête jamais. Surtout quand tu es en train de faire du sport. N'arrête pas et tu t'assois. Non, c'est dangereux. Quand tu as fini un exercice intense, fais un petit exercice pour faire descendre le rythme cardiaque et tu reprends. C'est progressivement. Et surtout, avoir une montre connectée pour maîtriser votre rythme cardiaque. Savoir que vous ne devez pas dépasser 220 moins votre âge. Vous ne devez pas dépasser. Vous faites 220 moins l'âge que vous avez. Moins l'âge que vous avez actuellement. Oui. Ça vous donne exactement le niveau que vous pouvez atteindre en rythme cardiaque. Si vous avez 60 ans, c'est 220 moins 60. Et vous ne pouvez pas dépasser ce niveau-là. Quel que soit l'amour que vous avez pour l'exercice, quand votre cœur bat déjà jusqu'à atteindre ce niveau, c'est la ligne rouge, que vous ne devez pas traverser. Donc, président, ça dit qu'une personne qui n'a pas fait le sport pendant une bonne période n'a pas le droit de redémarrer d'une façon brutale. Ben, j'ai un ami qui a failli laisser sa peau. C'était un ancien athlète, un ancien boxeur. Alors, un jour, il est allé à Camtel pour faire le tour. Il voulait faire le défi avec ses amis. Les gars ont dit, on va faire 20 tours. Il est tombé au 8e tour. Et ça n'allait pas. Heureusement, dans la bande, il y avait un secouriste formé. Wow. C'est la chance, c'est ce qui a sauvé Amos. Il y avait un secouriste formé. Il a pris en charge immédiatement. Il a mis sur la position latérale de sécurité. Ils ont appelé l'ambulance. On l'a amené à l'hosto. Le gars est encore vivant. Il est fort, il est musclé, il est baraqué là. Il a compris que ce n'est pas ça. Il a pris une trêve trop longue et son corps n'était plus habitué au rythme. Et quand il s'est mis à courir, il voulait montrer aux autres qu'il est un ancien gars fort. Il l'a accéléré pour être premier. Et voilà ce qui est arrivé. Président, vous avez fait la résistance à l'école. La résistance. J'ai détesté la chose là jusqu'à. À un moment, tu arrives donc, il n'y a plus l'eau dans ta bouche. J'ai dit 3 tours du stade du lycée Bilek de Bonabéry, 3 tours. Je sens que ça t'a traumatisé. Il est 6h54, mesdames et messieurs. Voilà la jeunesse que vous voulez célébrer.